Géopolitique, l'Égypte aux portes des BRICS, le nouveau monde en marche, nous nous interrogeons. Mesdames, Messieurs, bonjour, très heureux de vous retrouver sur Panafricaniste TV. Bienvenue à toutes et à tous à cette autre édition de Parole panafricaniste. L'Égypte a participé pour la première fois aux réunions annuelles de la nouvelle Banque de développement appartenant au groupe des BRICS auquel le Caire a soumis une demande d'adhésion. L'Égypte cherche à renforcer les liens avec les groupes des BRICS qui comprend le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et surtout l'Afrique du Sud. Ce désir a été clairement exprimé lors de ces réunions, des 8e réunions annuelles de la nouvelle banque de développement appartenant aux BRICS qui ont eu lieu en Chine les 30 et 31 mai dernier. L'Égypte y a participé pour la première fois après avoir rejoint le prêteur fin mars dernier. Le ministre égyptien des Finances, Mohamed Mahet, qui est aussi le gouverneur de l'Égypte auprès de la NDB, exprime son optimisme à l'égard du fait que le nouveau prêteur multilatéral fournira à l'Égypte des prêts concessionnels pour financer ses projets d'infrastructure. Nous attendons avec impatience l'approfondissement de la coopération et des moyens de travail avec la banque et l'établissement de partenariats efficaces pour contribuer à la réalisation du développement avec un financement facile dans le cadre de la politique égyptienne visant à élargir la portée de la coopération internationale au développement dans divers domaines de développement, en particulier les secteurs de l'énergie, des transports et de la transformation verte, a déclaré M. Mahet lors de sa rencontre avec Dilma Rousseff, président de la NDB, en marge des assemblées annuelles de la banque. En effet, il faut le préciser, l'un des objectifs principaux de la NDB et du bloc des BRICS est de renforcer l'usage des monnaies locales des pays membres dans les échanges bilatéraux et de réduire la prédominance du dollar dans l'économie mondiale. Les échanges en monnaie locale entre les pays des BRICS s'accentuent avec 75% des échanges commerciaux entre la Russie et la Chine qui se font actuellement en monnaie locale, assure Nortan Alchek, professeur de relations internationales à la faculté d'économie et de sciences politiques de l'université du Caire. Les objectifs des BRICS, il faut le dire également, correspondent bien à ceux de l'Égypte qui cherche à réduire sa dépendance à l'égard du billet vert dans un contexte de pénurie prolongée de devises étrangères déclenchée par les retombées de la guerre en Ukraine. Le gouvernement égyptien a déclaré auparavant qu'il s'efforcerait d'accroître l'utilisation du rouble russe, du yuan et de la roupie dans le commerce bilatéral avec la Russie, la Chine et l'Inde respectivement, dans le but de réduire son exposition au billet vert. La NDB a pour objectif d'aider les pays membres à faire face aux perturbations économiques et ces prêts sont destinés à financer des projets de développement dont le rendement doit permettre le remboursement des crédits, explique d'ailleurs Alchek. La NDB augmentera le montant du financement qu'elle fournit en monnaie locale et réduira son utilisation du dollar américain pour protéger les pays de la volatilité des taux de change, a déclaré la directrice de la banque, Dilma Rousseff, lors d'une conférence de presse. Rousseff a ajouté que cette décision renforcerait les marchés des capitaux nationaux et protégerait les emprunteurs des risques de fluctuation des devises. La réunion de la NDB a précédé les réunions des ministres des Affaires étrangères des BRICS au Cap, en Afrique du Sud, les 1er et 2 juin dernier, pour préparer le sommet des chefs d'État qui se tiendra à Johannesburg du 22 au 24 août. Au cœur des discussions se trouvaient déjà les appels à rééquilibrer l'ordre mondial loin de l'Occident, au recours à une monnaie commune et à l'expansion du groupe pour inclure de nouveaux membres. L'Égypte est l'un des pays ayant présenté une demande pour adhérer à ce bloc. Les autres candidats sont l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis et l'Iran. Le ministre égyptien des Affaires étrangères, Sameh Choukri, a déclaré dans un discours prononcé virtuellement le 2 juin dernier, lors de la réunion des chefs de la diplomatie des BRICS, que le système économique mondial est confronté à de multiples crises qui ont un impact sur la sécurité alimentaire, l'énergie, les niveaux d'endettement et le climat.
L'adhésion de l'Égypte à la fois à la NDB, au BRICS et à la Banque asiatique d'investissement dans les infrastructures démontre le soutien du Caire aux efforts des deux banques dans le financement des infrastructures dans le monde en développement, en particulier en Afrique, a déclaré le ministre égyptien des Affaires étrangères. Cependant, a-t-il ajouté, ces efforts ne doivent pas remplacer la nécessité de réformer les institutions financières multilatérales de développement pour répondre efficacement aux priorités des pays en développement. Choukri a également souligné l'importance d'améliorer l'efficacité et l'exhaustivité des mécanismes de gestion de la dette. Sur cette note, le ministre a mis en garde contre les effets néfastes de la crise de la dette sur les pays à revenus faibles et surtout intermédiaires. D'où il déclare d'ailleurs qu'il faut éviter la Banque mondiale et surtout le Fonds monétaire international. Voilà pourquoi nous également, nous nous interrogeons encore ce matin. Géopolitique, l'Égypte aux portes des BRICS, le nouveau monde en marche. Telle est notre grande interrogation. Et pour répondre à nos questions, nous sommes avec Charlie Kenyé. Il est géostratège. Il est notre invité ce jeudi matin. Charlie Kenyé, bonjour. Bienvenue à vous. Bonjour, Sylvain Solangos. Bonjour à nos techniciens par qui nous pouvons aimer de par le monde. Ce sont des hommes de l'ombre, mais qui font un travail magnifique. Nous les saluons. Bonjour à tous nos millions, bientôt nos milliards de téléspectateurs, si je peux le dire ainsi, toutes ces personnes-là qui nous suivent sur nos différentes plateformes digitales, et c'est moi qui vous remercie de cet honneur que vous me faites en m'invitant. Charlie Kenyé, merci d'avoir répondu présent à notre invitation, merci d'être avec nous ce matin. Commençons déjà par parler de l'Égypte qui a pris l'initiative d'adhérer, et d'ailleurs, il faut le dire, cette adhésion pourrait d'ailleurs être très vite acceptée par les membres des BRICS. Effectivement, l'Égypte, comme vous avez si bien rappelé, a décidé justement de rejoindre cette alliance, oui. L'alliance des BRICS, à savoir le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud, qui initialement était perçue comme une alliance économique, mais qui de plus en plus évolue comme étant une alliance militaire, à la limite même une alliance géopolitique, puisque quand on voit les missions qui sont assignées aujourd'hui aux BRICS, on comprend très bien que l'enjeu ici est justement la multipolarisation du monde, la dédollarisation de l'économie mondiale, la création des blocs d'influence de nature à réduire l'hyperpuissance ou alors l'influence des États-Unis sur le reste du monde. Et par ricochet également de servir d'alternative au peuple vis-à-vis justement de ces institutions appelées institutions de Bretton Woods qui ont été mises sur pied au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale pour justement prévaloir l'hégémonie américaine sur le reste du monde. Donc quand on voit l'Égypte aujourd'hui adhérer à une organisation comme celle-là, cela justement magnifie de ce chamboulement géopolitique, de ce bouleversement géopolitique qui fait en sorte que l'ordre mondial qui avait été pensé par les États-Unis au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, avec tout ce que vous savez comme stratège spécialiste du chaos, tel que prédit dans le livre de Brzezinski, pour ceux qui l'ont lu, le grand échiquier qui justement définissait comment les États-Unis devraient implémenter leur hégémonie à travers une politique étrangère essentiellement prévaricatrice et prédatrice sur le reste du monde par un certain nombre d'organisations internationales, comme nous l'avons bien cité. Ils comprennent très bien que l'adhésion de l'Égypte aujourd'hui marque un tournant dans l'écriture de l'histoire du monde. Mais également, il y a un passif pour bien comprendre ce problème. Le passif, c'est lequel? Le passif, et vous l'avez si bien rappelé dans votre argumentaire, c'est qu'il faut dire aujourd'hui que l'Égypte était en attente d'une deuxième tranche de paiement du Fonds monétaire international. Parce que le Fonds monétaire international devrait justement verser, je crois, et ce depuis pratiquement l'année dernière, 3 milliards de dollars à l'Égypte pour justement financer un ensemble de projets structurels de ce côté-là. Alors, qu'est-ce que le Fonds monétaire international a répondu à l'Égypte? Puisque jusqu'à présent, l'argent n'a pas été versé. Le Fonds monétaire a demandé à l'Égypte de revoir ses taux d'échange, c'est-à-dire que sa flexibilité dans les taux d'échange de la livre égyptienne face au dollar, donc de façon indirecte, de dévaluer la monnaie égyptienne.
Or, l'Égypte ne peut pas accepter ça puisqu'il faut rappeler aux gens que depuis mars 2002, l'Égypte a déjà dévalué sa monnaie 3 fois vis-à-vis du dollar. Et donc, le FMI exigeait encore une énième dévaluation de la livre égyptienne, un peu comme ce que vous voyez, nous serre ici avec le franc CFA vis-à-vis de l'Union européenne. Donc, l'Égypte ne concevait pas une énième dévaluation de sa monnaie simplement parce que l'impact au niveau du panier de la ménagère devrait se faire sentir. Surtout qu'alors nous parlions, l'Égypte aujourd'hui a de sérieux problèmes, tant sur le plan social. On voit très bien que le coût de la vie devient de plus en plus cher et donc, penser à une autre dévaluation de la livre égyptienne était inacceptable. Et depuis pratiquement décembre de l'année 2021, les BRICS avaient déjà annoncé l'arrivée de l'Égypte au sein de la nouvelle banque de développement, qui est une banque des BRICS. Et justement, avec ce que vous venez de rappeler encore, le ministre des Finances égyptiennes, qui également est représentant et gouverneur de l'Égypte au niveau de la banque des BRICS, a fait savoir que les prêts concessionnels qui leur sont proposés par la nouvelle banque des BRICS est de loin supérieure, est de loin meilleure que celle qui leur était proposée ou qui leur avait été dictée par le FMI et la Banque mondiale. Donc justement, c'est la raison pour laquelle le gouverneur de l'Égypte au niveau des BRICS, le ministre des Finances, dit donc qu'il est préférable pour l'Égypte à l'heure actuelle de continuer à commercer avec ce partenaire-là. Rappelez également que l'Égypte fait partie de la Banque asiatique de développement. Et dans un pareil contexte, on a vu dans la sortie du gouvernement égyptien qui, du fait de cette adhésion à la nouvelle banque des BRICS, ça c'est depuis pratiquement l'année passée, a jugé utile de prolonger sa présence au sein des BRICS en rejoignant officiellement l'entité même qu'est les BRICS. Donc, c'est un acte fort, c'est un signal qui montre à suffire la garantie et même la confiance que les États ou alors les puissances émergentes aujourd'hui placent aux BRICS. Mais également, il faut le dire que derrière toutes ces sorties, toutes ces appréciations, il y a toujours un hic. Le X et le L. Aujourd'hui, il faut dire que quand on observe les critères ou les processus d'adhésion d'un ensemble de puissances, de pays émergents aux BRICS, on a bien envie de comprendre, n'est-ce pas peut-être un piège ou alors n'est-ce pas là la faille par laquelle les BRICS peuvent demain se retrouver dans les mêmes travers que ces organisations précédentes. Je parle ici de l'OTAN et de l'Union européenne. Et je vais vous dire pourquoi. Vous savez qu'aujourd'hui, à l'échelle internationale, on peut catégoriser 3 types de pays. Vous avez les pays hostiles, vous avez les pays non alignés et vous avez les pays alignés. Les pays hostiles, on les connaît, ce sont les pays occidentaux. Les pays non alignés, on les connaît également, un ensemble de pays africains et de pays à l'échelle internationale. Et vous avez des pays alignés. Sauf aujourd'hui, et c'est peut-être ça le hic, la plupart des pays qui sont alignés aujourd'hui sont en train de rejoindre les BRICS. L'Égypte est un pays aligné. L'Égypte est un pays qui est sous influence américaine. L'Arabie Saoudite également est un pays aligné. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, la facilité avec laquelle ces pays qui sont alignés sont en train de rejoindre les BRICS... Est-ce que ce ne sont pas des termes utilisés justement par l'Occident? Non, je vous comprends. Mais rappelons une chose qui est claire. Quand je parle de pays alignés, si on prend le cas de l'Égypte actuellement, allez prendre tout ce qu'il y a comme agence de notation et de cotation à l'échelle internationale qui sont véritablement contrôlées par les États-Unis, vous verrez à quel point on encense, on peint l'Égypte. Et il faut rappeler aujourd'hui que l'armée égyptienne est fortement, je vais pas dire contrôlée, mais a une très forte influence américaine. Donc, vous ne pouvez pas nier ces faits-là. C'est la raison pour laquelle le gouvernement égyptien, même dans sa sortie, ils vous disent clairement, je pense que vous l'avez rappelé, ils disent que l'Égypte s'efforce dans la multipolarité commerciale de changer avec les monnaies locales des autres pays. Bien préciser, le gouvernement égyptien a déclaré auparavant qu'il s'efforcerait d'accroître l'utilisation du rouble russe, exactement, du yuan et de la roupie dans le commerce bilatéral avec la Russie, la Chine et l'Inde, respectivement. En réalité, écoutez bien, les moins sens, le gouvernement égyptien s'efforcerait d'accroître. Mais les autres sont en train de le faire. L'Arabie Saoudite ne s'est pas efforcée à croître. L'Arabie Saoudite échange avec le yuan, avec la Chine. Elle échange avec le roupie, avec l'Inde. Elle échange avec le rouble, avec la Russie. Elle ne s'est pas efforcée d'accroître. Je tiens à vous rappeler également que vous avez un État comme le Pakistan qui... C'est quand même un engagement que l'Égypte donne pour adhérer finalement. Vous et moi,
Lorsqu'on est un État souverain, on ne s'efforce pas à faire des choses. On fait des choses. J'ai dit bien le mot un sens. Le Pakistan même qui n'est pas dans ce processus d'adhésion, en tout cas qui n'est pas tellement si avancé, je tiens à vous rappeler que la dernière cargaison de carburant qui a été fournie par la Russie au Pakistan récemment a été payé en roubles. La Chine même récemment a fourni du carburant au Pakistan. Le Pakistan a payé en yuan. C'est-à-dire que même le Pakistan, aujourd'hui, ne s'efforce pas à croître. Le Pakistan le fait. Donc l'Égypte ne peut pas nous dire qu'elle s'efforce à croître. Voilà pourquoi je vous ai parlé de faire attention. Parce que sinon on va se retrouver dans la même situation que nous vivons actuellement avec l'OTAN. Rappelons que l'OTAN aujourd'hui a un caillou dans sa chaussure. Le caillou dans la chaussure de l'OTAN aujourd'hui, c'est la Turquie. Vous avez vu que la plupart des États membres de l'OTAN n'ont pas souhaité la réélection de Erdogan comme président turc. Et une fois qu'il a été réélu, vous avez vu la sortie des officiels turcs, parmi lesquels le ministre des Affaires étrangères, qui disait que la Turquie va s'engager à faire tomber le bloc occidental. C'est un ministre des Affaires étrangères qui le dit, que les prochains défis de la Turquie, c'est de participer à l'effondrement de ce système-là. Mais pourtant, la Turquie est membre de l'OTAN. C'est dit combien de fois, lorsque l'OTAN a accepté la Turquie en son sein, l'OTAN n'avait pas prévu ce qui est en train de se faire aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans le cadre de sa souveraineté et de son rapprochement avec l'Est, la Turquie comprend très bien que l'OTAN, quelque part, n'est pas celui avec qui il faut faire chemin. Donc, pour vous, jusqu'à preuve de contraire, il faudrait que l'Égypte se sépare entièrement et totalement des États-Unis pour être libre. C'est un État souverain, c'est à eux de faire les choix, mais ils doivent donner beaucoup plus que ça. C'est-à-dire que en termes de garantie, il faut pas s'efforcer. Lorsqu'on est État souverain, on assume ses positions et on les justifie pas comme ça. C'est-à-dire qu'on ne s'efforce pas à prendre des actes. On les prend des actes, surtout que des États, on peut dire, beaucoup moins puissants que l'Égypte aujourd'hui, assument leur alliance avec les BRICS. Ce n'est pas à l'Égypte de s'efforcer d'accroître, mais à le faire. C'est la même chose avec Erdogan. Vous savez très bien que la Hongrie du président du président Orban, le président hongrois, et je crois c'est Viktor Orban, la Hongrie du président Viktor Orban, bien qu'elle soit membre de l'Union européenne aujourd'hui, l'Union européenne a du mal à gérer avec ce pays-là, parce que clairement, on ne sait pas de quel côté ce pays se situe, où elle est avec l'Union européenne, où elle est avec la Fédération de Russie, où même elle est avec les BRICS, et c'est la même chose avec la Turquie. Il ne faudrait pas que demain les BRICS se retrouvent dans cette même posture, où elle a en son sein des États, mais elle ne sait pas véritablement avec qui ces États fonctionnent, où véritablement ces États sont avec les BRICS, ou alors elle continue à lorgner les puissances occidentales. Donc je crois qu'aujourd'hui, le processus d'adhésion qui justement confère la crédibilité et même l'accessibilité des BRICS à un certain nombre de pays doit pour moi être un peu durci en fonction du pays que nous avons en face. C'est pourquoi j'ai commencé par vous citer 3 catégories de pays. Les pays hostiles, par exemple la France. Quand Emmanuel Macron nous dit qu'il voudrait rencontrer le président Cyril Ramaphosa dans le cadre de la prochaine réunion des chefs d'État des BRICS, vous pensez que les BRICS peuvent accepter qu'un pays comme la France, qu'il faut le rappeler, est un pays hostile, se plaise à venir parler ou à venir? Non. Est-ce que donc dans cette dynamique-là, dans cette logique-là, vous allez donc accepter n'importe qui? Ça n'a pas été accepté, il ne faut pas également... J'ai pas dit que sa demande est acceptée, j'ai bien dit qu'il a déposé une demande. Le président Cyril Ramaphosa n'a pas encore répondu. Mais de vous à moi, je crois que les BRICS savent très bien aujourd'hui que la France est un pays hostile. Donc, c'est pas un débat de là-bas. C'est valable pour les États-Unis, en tout cas tous ces pays occidentaux-là. Et donc, à côté de ces pays-là, vous avez des non-alignés, parmi lesquels l'Arabie Saoudite, parmi lesquels l'Égypte, parmi lesquels la plupart des monarchies du Golfe Persique. Mais la plupart de ces monarchies aujourd'hui assument. Les Émirats arabes unis aujourd'hui assument leur alliance avec les BRICS. Le Qatar assume son alliance aujourd'hui avec les BRICS. Alors, pourquoi est-ce que l'Égypte serait en train de s'efforcer à croire ou s'efforcer à s'assumer? Non, c'est un État souverain. L'Égypte n'est pas justement le seul pays, hein, on va le dire comme ça, si vous voulez, arabe, à vouloir justement entrer dans les BRICS. Il y a également que l'Arabie Saoudite, on va également le dire, les Émirats arabes unis et l'Iran, qui également portent des BRICS. Et la réunion aura donc lieu les 22 au 24 août prochain du côté de Johannesburg. C'est là qu'on saura si, un temps soit peu, ces pays feront partie finalement des BRICS dans les années à venir. Effectivement, aujourd'hui, on nous annonce un peu plus de 24, je sais pas, peut-être une trentaine de pays aux portes des BRICS qui ont commencé à demander. Mais les demandes officielles, je vous les donner. Exactement, les demandes officielles, vous venez de nous les rappeler, aux BRICS d'en décider, mais je pense que aujourd'hui, le but des BRICS, c'est quoi? C'est de créer cette alliance qui, justement, en son sein, va s'y retrouver les pays émergents, les pays qui, jusqu'à hier, pouvaient être considérés comme des pays du Sud,
de nature à créer ou alors à proposer une alternative à cet ordre mondial qui nous a été imposé depuis des années par le bloc occidental. Et dans cette dynamique-là, dans cette logique-là, il est impératif de savoir avec qui on deal. C'est ça ma préoccupation aujourd'hui. Est-ce qu'on deal avec n'importe qui? Est-ce qu'on accepte n'importe qui? Est-ce que véritablement aujourd'hui, personnellement, quand je vois les discours qui sont portés ça et là, prenez le cas de l'Arabie Saoudite. On a vu très bien les discours des officiels saoudiens vis-à-vis de leur appartenance. Ils assument ça, ils ne se cachent pas. D'ailleurs, ils l'ont dit. Ils ont dit que le dollar doit comprendre que c'est plus la monnaie de référence à l'échelle internationale. Bon, qu'est-ce qui empêche aujourd'hui un certain nombre de pays également d'assumer cette relation-là, d'assumer cette alliance, cette appartenance avec les BRICS? Vous ne pouvez pas demander à être quelque part et quelque part dire vous efforcer à appliquer ce que les BRICS demandent. Les BRICS sont clairs. Les BRICS disent que quand vous êtes à l'intérieur des BRICS, vous commercez en monnaie locale. C'est-à-dire que vous échangez à travers vos différentes monnaies nationales. Vous ne pouvez pas dire clairement que vous voulez sortir de cette dépendance du billet vert, le dollar, mais d'un autre côté, vous êtes en train de vous efforcer à accroître les échanges en monnaie locale avec les différents pays voisins. Non, ou vous le faites ou vous ne le faites pas. C'est pas une question de tâtonnement, parce qu'aujourd'hui, la dynamique qui est en cours, c'est une dynamique de changement. C'est une dynamique qui oblige le monde aujourd'hui à se redéfinir. Les anciens carcans, surtout qu'il n'y a eu aucune garantie dans ce que nous avons eu. Et l'Égypte aujourd'hui même est en train de payer le prix fort. Rappelons que les prêts qui avaient été proposés par le FMI, un certain nombre d'États africains, parmi lesquels, dans l'Égypte, parmi lesquels même bon nombre d'États d'Afrique centrale, je ne parlerai même pas du Cameroun. Allez voir les prêts concessionnels, mais c'est d'une folie à nul autre pareil. Tout simplement pourquoi? Parce qu'ils vont vous dire qu'à travers les différentes agences de notation et de cotation, qui bien sûr sont contrôlées par les États-Unis, nos pays ont des problèmes. On va vous dire par exemple au Cameroun, on ne respecte pas les droits de l'homme, on ne respecte pas les droits des LGBT, on ne fait pas ça. Et justement parce que ces agences américaines nous coûtent mal, le FMI, alors ces institutions de Bretton Woods nous prêtent à des taux concessionnels très élevés. Si le Cameroun par exemple est coté à un B, C, D ou E, un pays comme la Corée du Sud est coté à un peut-être 3A, 2A ou A bien. Mais quand le Cameroun s'en va prêter là-bas, on vous donne 15 fois plus que celui qui est coréen. Ça veut dire que non seulement vous avez des problèmes dans le remboursement, mais cela est incapable de vous permettre de produire de vous-même, de produire par vous-même de nature à concurrencer ceux qui vous ont prêté de l'argent. Dans un tel contexte qui est visible et qui est perçu justement par la plupart des peuples aujourd'hui qui un temps soit peu se veulent être émergents ou alors des peuples qui se revendiquent être des peuples libres. Alors, dans un tel contexte, vous avez une alternative qui vous dit clairement que non, on vous impose rien, les prêts concessionnaires sont les meilleurs. Le ministre des Finances égyptienne vous l'a dit. On échange également en monnaie locale. On échange également en monnaie locale. Donc, ça fait grandir votre monnaie. Ça vous permet d'asseoir également votre économie sur la base de vos richesses, c'est-à-dire que de votre production primaire. Et de être indépendant du bien vert. Est-ce que vous vous efforcez? Est-ce que vous doutez? Mais vous assumez, vous n'assumez pas. C'est ça le problème aujourd'hui. Il faut que les États, à un temps donné, s'assument dans leurs choix. Ou vous êtes souverain ou vous ne l'êtes pas. Et donc, voilà pourquoi je dis, j'explique mon scepticisme qui n'a rien à voir avec mon pessimisme, mais mon scepticisme vis-à-vis de ces États-là qui véritablement ont du mal à s'assumer ou à assumer leur alliance avec les BRICS. Pour sortir de cette édition de Parole panafricaniste, Charlie Kenyé, il faut quand même dire que c'est un allié. L'Égypte était un allié des États-Unis d'Amérique. L'Arabie Saoudite également était un allié des États-Unis d'Amérique. On a l'impression aujourd'hui que les grands alliés des États-Unis sont en train de lui tourner le dos. Est-ce la fin d'un monde, d'un ancien monde? Et le nouveau monde est en train de voir le jour. Bien sûr, je crois qu'aujourd'hui, la plupart de ceux justement qu'on peut qualifier qui étaient des alignés, et donc des alliés du bloc occidental avec en chef les États-Unis, sont en train de retourner le veste. Simplement, pourquoi? Simplement parce que la plupart de ces États, j'ai lu un magnifique article qui a été écrit par un Malaisien qui justement expliquait ce chamboulement géopolitique qui est en train de s'effectuer à l'échelle internationale et qui démontre aujourd'hui que la plupart des alliés de l'oncle Sam sont en train de retourner leur veste principalement pour trois raisons. La première, il faut dire aujourd'hui que la plupart des crises, quand je parle des crises, je parle des crises sécuritaires que nous subissons aujourd'hui dans le monde sont du fait de cet allié-là, de cet ancien allié-là. Prenez toutes les crises à l'échelle internationale. Elles sont tellement nombreuses. La crise dans le Sahara, dans le Sahel, qui sont les responsables? Ce sont les États-Unis avec leurs alliés. La guerre au Yémen, qui sont les responsables? Ce sont les États-Unis avec leurs alliés. La crise au Yémen, la Libye, la Yougoslavie, le Guatemala, tous ces pays-là,
ont pour dénominateur commun les États-Unis. Alors pourquoi? Simplement parce que les États-Unis ont assis, autant pour moi, leur volonté hégémonique, leur puissance sur la base des guerres à l'échelle internationale. Parce que ce sont les guerres qui font vivre l'économie américaine. Donc, à un moment donné, ces États en ont marre. À un moment donné, ces États ont des problèmes sociaux à résoudre. Ils doivent apporter le bien-être à leur population. Alors, comment est-ce qu'ils peuvent justifier le fait que la plupart des crises qu'ils vivent chez eux ont pour dénominateur commun un seul individu, et le même individu se sert de ces crises-là pour justement imposer sa présence dans une région. Rappelons que l'une des raisons de la présence de l'armée américaine aujourd'hui dans le Moyen-Orient, c'est qu'ils ont démontré à l'échelle internationale, et ce depuis des années, que la menace de ce côté-là était l'Iran. Voilà pourquoi ils n'arrivent pas à comprendre aujourd'hui, avec la médiation chinoise, le fait que la Chine a su démontrer au monde que non, vous n'êtes pas des ennemis, vous ne vous comprenez pas simplement. Et grâce à la médiation chinoise, voilà l'Arabie Saoudite qui est devenue amie de l'Iran. Voilà l'Iran qui est accepté aujourd'hui au niveau de la Ligue arabe. Les deux, donc alors l'ensemble des pays comprennent. Donc en réalité, on n'a pas de problème. Mais simplement, des gens veulent... c'est se diriger vers les BRICS. Exactement. Ça, c'était la première. Les crises sécuritaires, on comprend très bien qu'on peut dénominateur commun les États-Unis, le bloc occidental. La deuxième, c'est la raison financière. Pour avoir institué le dollar comme monnaie de référence à l'échelle internationale, au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, les États-Unis ont réalisé quelque chose de magnifique. La plupart des pays aujourd'hui, lorsque vous voulez commercer à l'échelle internationale, vous êtes obligé de payer le dollar, c'est-à-dire que d'acheter ces devises comme le dollar. Et quand vous achetez, est-ce que les États-Unis font un prélèvement sur cette monnaie-là? Oui. Quand vous commercez avec les autres, est-ce qu'ils font un prélèvement sur cette monnaie-là? Oui. Puisque c'est leur monnaie que vous utilisez. Ça fait donc quoi? Ça fait donc que sans travailler, c'est-à-dire que le peuple américain, sans travailler, perçoivent des dividendes, ça et là, à travers le travail que les autres font à l'échelle internationale pour financer leur armada. Derrière la toute-puissance du dollar, il y a l'armée américaine. Et donc, c'est cette fluctuation, c'est cet échange, c'est cette masse monétaire-là, c'est cette circulation du dollar à l'échelle internationale qui garantit aujourd'hui le fait que l'Amérique peut se prévaloir de ses 850 bases militaires à travers le monde. Et donc, l'alliance des BRICS aujourd'hui, qui, à travers ses missions, nous donne une alternative par le processus de la dédollarisation de l'économie mondiale, qui va permettre au peuple d'avoir un peu de souffle, de travailler par eux-mêmes et qui va exiger aux Américains de travailler pour avoir ce qu'ils doivent avoir. Parce que rappelons que depuis 1972, le dollar est considéré comme étant une monnaie refuge parce qu'elle n'a adossé sur rien du tout, elle n'est pas adossée sur les réserves d'or. Ça fait en sorte qu'à chaque fois que le marché mondial a besoin du dollar, on fait tourner la planche à billets, on produit, elle est produite sur la base de rien. C'est nous, le reste du monde, c'est nous, les peuples du monde, qui travaillons pour les États américains, pour l'État américain et pour le bloc occidental. Donc, avec cette alternative, on comprend très bien que cette dépendance va chuter et donc va permettre aux Américains de véritablement travailler à la sueur de leur front et aux autres peuples d'avoir un petit souffle de vie. Et enfin, cela va permettre justement à ce que nous évoluions vers un certain nombre de créations de blocs d'influence. On parle ici des grands regroupements qui vont permettre à ce que ces alliances militaires qui, jusqu'à hier, ont sémé le trouble et la désolation à l'échelle internationale vont avoir un peu de retenue. Donc, il y a tellement de choses qu'il faille voir, qu'il faille mettre sur le crédit des BRICS, qui fait en sorte que les États à l'échelle internationale aujourd'hui doivent s'assumer dans leur choix ou dans leur appartenance à cet organe-là. Merci à vous, Charlie Kenyé. C'est moi qui vous remercie. Mesdames, Messieurs, merci également à vous de nous avoir suivis. Restez sur notre plateforme numérique YouTube, Facebook, Instagram et TikTok. Likez et partagez au plus grand nombre pour que Panafricaniste TV soit connu de par le monde. Sur ce, je vous souhaite de passer une agréable journée.